Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Et dans Essentiel ce matin, nous allons parler de 2 livres, vous allez le voir, absolument formidables et extrêmement bouleversants par plein des côtés. Celui de Louis Saillant, Chef de guerre, ça vient de paraître aux éditions Mareuil Éditions. Louis Saillant, bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Ah, le madame, ça fait très militaire. Ah, bah, moi j'étais élevé comme ça. C'est un peu normal, hein. Bah, c'est-à-dire ouais, quand on lit votre livre, on comprend bien. On va en parler avec vous dans quelques instants. Et l'autre invité qui va nous rejoindre dans quelques instants, c'est un nom plus que connu de beaucoup d'entre vous, c'est Denis Brognard. Qui vient de faire paraître lui aussi un livre intitulé Un soldat presque exemplaire. C'est un récit aux éditions Flammarion. Denis Brognard est journaliste, homme de télévision évidemment, parrain d'une association de blessés de guerre. Et il a écrit tout un livre effectivement sur ce soldat, ce militaire français revenu du Mali, du Kosovo et d'Afghanistan, un soldat victime d'un syndrome post-traumatique. Louis Saillant, vous êtes rentré en 2011 dans les commandos marines. Vous êtes devenu chef de groupe des commandos marines. Vous avez été un petit peu partout dans le monde, principalement en Afrique et au Moyen-Orient, et vous racontez beaucoup de choses dans le livre. Vous dites d'ailleurs dès le début, je raconte des choses que d'habitude on ne raconte pas. Vous avez changé peut-être un petit peu des prénoms ou des situations. Qu'est-ce qui vous a amené à vous dire aujourd'hui, je vais raconter? En fait, c'est un devoir de mémoire. Je ne viens pas d'une famille de militaires, mais j'ai un grand-père qui a, à un moment, au début de sa vie, fait un tout petit morceau de service militaire. Et lorsque je me suis plongé dans les archives pour essayer de retrouver sa trace, je n'ai pas pu, parce que, bon voilà, il y a eu des différends dans la famille, mon papa s'entendait pas trop avec son papa, comme ça peut arriver, et du coup, j'ai pas pu retrouver cette trace-là. Et devant cette déconvenue, c'est ma femme, c'est mon épouse qui m'a dit, écoute, il faut que tu mettes sur papier, toi, ce que tu as fait. Donc c'est ce que j'ai fait. Elle a bien fait, votre femme. C'était facile ou pas? C'était pas facile parce que j'ai dû rassembler pas mal de documents, j'ai dû me plonger dans mes archives, retrouver des informations, poser des questions à des gens, mais c'était intéressant et puis c'était l'occasion de laisser une trace, quoi. Je me dis que les enfants auront peut-être une petite trace de ce que j'ai pu faire dans ce bas monde. Alors dans le livre, Louis Saillant, vous écrivez au début dans le prologue, « Lorsque nous réussissons une mission, nous n'en tirons aucune gloire publique car nous agissons la plupart du temps dans l'ombre. Ce ne sont ni les honneurs ni les récompenses qui guident nos pas. Nous sommes des soldats, nous avons choisi de servir, nous connaissons les risques, les sacrifices et le prix à payer. Le prix à payer, il est souvent, parfois extrêmement lourd. Et c'est là-dessus que vous démarrez aussi le livre, sur ce 19 mai 2019, avec les cercueils d'Alain et Cédric, qui étaient partis avec, vous dites le président de la République, les familles et les autorités. Vous connaissez l'un d'entre eux. Il avait servi à un moment donné dans votre groupe, Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont. C'est pour eux aussi que vous avez écrit ce livre, pour ces deux-là en particulier, et puis pour tous les autres qui sont tombés et dont parfois, effectivement, on ne connaîtra même pas le nom parce que dans certaines unités, on ne connaît même pas le nom de ceux qui disparaissent. C'est clairement un hommage à ces gens-là qui, je pense, ont eu des fins exemplaires, même si c'est toujours très triste de devoir pleurer un camarade. Mais voilà, il reste dans nos cœurs et dans nos esprits. Alors vous racontez, Louis Saillant, dès le début, l'entraînement. Vous n'aviez pas prévu de commencer par la marine, vous. Au début, vous étiez sur autre chose. Et puis finalement, la marine. Et alors effectivement, quand on lit le stage commando, rien qu'à lire, moi je vous ai lu sur mon canapé, tranquillement, j'étais épuisée. C'est quelque chose, il faut bien le dire, c'est surhumain. Alors, je pense pas que ce soit surhumain, c'est souvent... Non, parce que vous l'avez fait et que vous êtes un humain. Non, pas du tout. Alors déjà, voilà. Alors, déjà, effectivement, c'est une bonne relation de cause à effet. Je suis un humain, donc c'est pas surhumain. Mais c'est essentiellement du mental qu'on va éprouver dans ce stage-là. On ne demande pas des sportifs de haut niveau, mais bien des gens qui sont bons dans ce qu'ils font. Pas très bons, mais bons. Et des gens qui soient fiables. C'est des gens à qui on peut faire confiance pour faire telle épreuve, quelle que soit la météo, quel que soit leur degré de fatigue, de faim, de froid. C'est des gens qui répondront toujours présents. Vous dites le terrain ne ment jamais. C'est-à-dire qu'on peut être très bon parfois à l'entraînement et puis sur le terrain, ça va un peu moins bien marcher ou alors vous avez été tellement préparé que finalement quand vous arrivez sur le terrain, vous faites les choses telles qu'elles ont été enseignées. Disons qu'on passe beaucoup d'examens, on passe beaucoup de stages, on est très filtré et qu'à la fin, c'est pas pour autant qu'on sera bon sur le terrain parce que c'est comme on dit, c'est le terrain qui commande. Ouais. Le terrain ne ment pas, donc
c'est un peu le saint graal pour les soldats, hein, c'est de s'éprouver sur le terrain en réel. C'est comme le médecin qui apprend toute sa vie à faire une opération chirurgicale d'une maladie particulière. Le jour où il croise cette maladie particulière, enfin, il peut appliquer son savoir. Ouais. Exactement. C'est ce que vous vous dites des fois quand vous êtes arrivé sur le terrain, et on va en parler. Vous dites enfin, on y est, ou alors il y a quand même un petit millième de seconde qui fait où il y a un peu de peur, un peu de pas de trac, mais un peu de faut y aller quoi. Si, c'est un petit mélange. Je pense que c'est un petit mélange un peu explosif comme ça, qui nous permet en fait de garder la tête sur les épaules, d'être très disponible, très conscient de ce qui se passe à chaque instant. Donc on a de l'adrénaline dans le sang dans ces moments-là, mais on arrive à garder tout ça sous contrôle. C'est ce qui nous permet d'être bon dans le métier, c'est d'avoir un peu une maîtrise de tous ces éléments-là. Alors les stages de commando marine, je crois que c'est parmi les plus compliqués dans l'armée à réussir, parce qu'il y a tout ce qui est évidemment course, et puis il y a ce qui est forcément marin, c'est clair. Les marches, ça se fait. Alors une fois que vous avez fait une petite marche de entre 8 et 30 km avec des dénivelés, avec sur les épaules un petit sac qui faisait combien, quelques kilos. C'est variable, oui, ça va de 11 à 15. De 11 à 15 kilos, très bien. Et on termine tout ça par l'épreuve de la cuve, un cylindre en béton armé de 30 mètres de diamètre enfoui dans le sol et dont le fond était rempli d'environ 6 mètres d'eau. On y descendait tout habillé par une échelle, sauf dans certains cas où on devait s'y jeter. C'est ça, parfois en pleine nuit, et c'est une épreuve, finalement c'est une piscine. Oui, bien sûr. Quand on y pense, c'est un jacuzzi, c'est une piscine en hiver, tout simplement. Mais comme il y a effectivement tout un imaginaire autour de cette cuve-là, c'est quelque chose qui peut devenir insurmontable, alors que finalement, la piscine, on y saute assez facilement. Mais là, ça devient parfois insurmontable. C'est là où on voit la limite du mental. C'est la limite du mental. Comment on le fait fonctionner, justement, ce mental? Est-ce que c'est à la base des hommes qui sont très forts, évidemment, physiquement, mais mentalement aussi? Ou est-ce que le mental, c'est quelque chose qui s'entraîne, finalement, comme le physique? Je pense que le mental, c'est quelque chose qui s'éduque, effectivement. On peut le faire par plein de biais différents. Souvent, on me demande, j'ai pas mal de messages où les gens me demandent comment est-ce que je peux travailler mon mental. Je pense qu'une des choses... Vous jetez dans la cuve tous les matins. C'est presque ça. Voilà. C'est presque ça, ça ressemble à ça. Ouais. En fait, c'est, par exemple, le fait de prendre des douches froides. Ouais. Ça, moi, je trouve ça très dur, mais je sais que quand j'en prends, j'arrive à me durcir, et au fur et à mesure, ça devient quelque chose d'acceptable. C'est jamais agréable. Ça, non. On va pas se mentir. D'accord. On va pas faire semblant. La cuve n'a jamais été agréable. La cuve n'est jamais agréable pour personne. Mais on arrive à se familiariser avec cette forme de souffrance, entre guillemets, c'est une petite souffrance. Et donc, c'est vraiment en se confrontant à cette souffrance de manière un peu quotidienne, habituelle, qu'elle devient un peu plus acceptable. Avec vous racontez aussi très bien ceux qui restent et puis ceux qui partent, parce que ceux qui craquent et les instructeurs qui sont pas effectivement extrêmement sympathiques, mais c'est leur travail, ils sont pas là pour ça. Qui veut quitter, et vous dites parfois, hop, certains tous les matins ils en pouvaient plus, ils partaient, et de manière un tout petit peu sadique quand même. Vous dites que vous les voyez repartir, ils étaient propres, rasés, ils avaient mangé, et il y a des moments où on peut se dire, je craque juste parce que je. Voilà. Ah oui, c'est ça, c'est qu'on est il faut s'imaginer trempé, fatigué, j'ai faim, j'ai froid. Si je lève la main et que je dis que je m'en vais, dans 5 minutes, je suis au chaud, repas chaud, je suis bien et je retrouve mon confort tous les jours. Alors, qu'est-ce qui fait tenir? Est-ce que c'est le fait de se dire « je veux arriver à ce poste-là parce que je vais être utile pour mon pays » Est-ce que c'est un peu d'orgueil aussi de se dire « je vais pas craquer, j'ai déjà fait tout ça, je vais pas craquer maintenant », c'est quoi? Il y a un petit mélange de tout ça et au final... Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment un combat contre soi-même. Moi, je l'ai compris le jour où on a passé une nuit horrible avec un instructeur qui nous réveillait très régulièrement, qui nous obligeait à faire beaucoup de quarts. Donc, du coup, on ne pouvait pas dormir. Et on a fini la matinée, on était épuisés, trempés parce qu'on était mouillés toutes les heures de la nuit. Et on était furieux contre cet instructeur. Ouais. Je crois qu'on voulait tous s'en prendre physiquement à lui. Et il est arrivé, on s'est rassemblés le matin, donc on était au garde à vous derrière le stage, et il est apparu. Il est arrivé et il nous a dit « Messieurs, je sais très bien ce que vous ressentez en ce moment envers moi, vous me détestez. Mais sachez que l'ennemi, ici, ce n'est pas moi, l'ennemi, c'est vous. Et vous êtes ici en train de vous combattre vous-même, puisque vous êtes ici volontaire, personne ne vous a forcé à venir. » Et ça, c'est une phrase qui a beaucoup résonné en moi. Alors, vous racontez aussi, Louis Saillant, dans ce livre, Chef de guerre, aux éditions Mareuil, le coxage. C'est quoi le coxage? Coxage, c'est une phase d'entraînement où on va vous faire éprouver, toucher, alors je dis bien du bout du doigt, ce que pourrait être un enlèvement par l'ennemi.
Et donc, c'est une petite période pendant laquelle vous êtes traité comme un adversaire par des instructeurs. Alors, il n'y a pas que les instructeurs, il y a aussi d'autres commandos qui ne sont pas de la formation, qui viennent pour nous déstabiliser, parce que du coup, on ne reconnaît pas nos instructeurs. Ouais. Même si tout le monde est cagoulé, voilà, on ne reconnaît pas les voix, on ne reconnaît pas les regards. Donc, on nous met dans une très grande incertitude. Et là, on est privé d'à peu près tout, de tous nos moyens, de tous nos sens, puisqu'on nous met une cagoule sur la tête, on peut nous mettre de la musique de manière permanente, très fort, pour nous déstabiliser. Tout ça est conçu pour nous amener un petit peu aux limites de ce que pourrait être une vraie situation d'enlèvement, même si là, bien sûr, il y a des services de santé qui sont là pour veiller. Mais je pense que c'est un des endroits au monde où on peut nous amener le plus loin en conservant le minimum syndical en termes de sécurité pour nous garder vivants et pour ne pas avoir de séquelles. C'est comme dans les films ou c'est pire que dans les films ? Eh ben, c'est un peu comme dans les films. Ouais. C'est un peu comme dans les films. Et on en ressort avec c'est vraiment très très éprouvant. On parlera dans quelques instants avec Denis Brognard qui va nous rejoindre du syndrome post-traumatique réel, vécu malheureusement par beaucoup de soldats et qui n'est insuffisamment pris en compte. Est-ce qu'on peut avoir ce genre de syndrome après une épreuve comme celle-là, ou est-ce qu'ils arrivent à faire redescendre un peu la pression, les instructeurs, après ? Alors, je pense pas, parce que, alors moi, j'en ai pas notion. Maintenant, je pense pas qu'on puisse avoir des syndromes post-traumatiques après ce genre d'expérience, puisque c'est très encadré. C'est l'entraînement. C'est très encadré. On a des médecins, des infirmiers qui sont là, qui nous surveillent en permanence. Donc, voilà, tout est fait pour que on ne garde pas de séquelles à long terme après des épreuves comme ça. Alors, vous racontez aussi au début les raids nautiques, les zodiacs, etc. Et vous expliquez l'épuisement, mais que personne ne craque. Face à un échec, il fallait persister, changer d'approche, persévérer, s'adapter pour dominer. C'est une leçon de vie que je n'oublierai jamais, vous écrivez. Donc, il faut persister, quel que soit l'échec. Oui, clairement. Clairement, c'est ce qu'on nous apprend. Alors après, c'est facile à dire. C'est facile à dire, mais parfois, l'échec peut être humiliant. L'échec peut être douloureux. Peut être cuisant, et donc c'est un peu ça qu'on nous apprend. On nous apprend cette douleur, on nous apprend cette honte, on nous apprend tous ces sentiments qui sont des sentiments qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, parce que voilà, dans la vie de tous les jours, on n'a pas envie de s'humilier, on n'a pas envie de vivre des échecs. Et là, on apprend, voilà. On nous fait côtoyer ces sentiments-là, et donc ça nous familiarise un petit peu, et on se dit, ok, bon, maintenant c'est comme ça, eh bien, je vais recommencer maintenant. On va le refaire autrement. Exactement. Vous êtes 148 au début du stage des commandos marines, vous êtes 23 à la fin. Je n'ai pas fait de pourcentage, mais bon, ça fait quand même pas beaucoup. Clairement, est-ce que les instructeurs, finalement, voient dès le début qui va pouvoir tenir et qui ne va pas tenir ? Est-ce que vous, par exemple, quand après vous êtes passé chef de commando d'un groupe marine, vous voyez quand vous voulez arriver, vous vous dites, lui il va tenir et lui, je sens que ça va pas tenir ? Oui, alors, il y a... La déflation est très forte au début. C'est-à-dire qu'au début, dès les premiers jours, on a beaucoup de gens qui craquent. Et ensuite, au fur et à mesure, donc ça va être essentiellement des gens qui vont craquer d'un point de vue psychologique ou mental. Et ensuite, au fur et à mesure, on va avoir des gens qui vont craquer à cause peut-être de défauts physiques ou de blessures, tout simplement, comme ça arrive très vite avec la fatigue. Du coup, les premiers, parfois, on peut un peu les ressentir, quoi. C'est des gens qui sont peut-être pas très présents ou pas très sérieux dans leur préparation, ou on sent qu'ils sont peut-être un petit peu moins déterminés, et ils sont facilement ébranlés avec une nuit sans sommeil et que des repas froids. Ils craquent avec ça. Alors, on est en ligne à présent également avec Denis Brognard. Bonjour Denis. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai à mes côtés Louis Saillant qui a sorti un livre Chef de guerre au cœur des opérations spéciales avec un commando marine. Je vous laisse vous saluer. Bonjour Denis, je suis un grand fan de Koh-Lanta. Bon, eh ben, moi je suis un grand admirateur avec un immense respect des soldats en général et des commandos, qu'ils soient de la marine, de l'armée de terre ou de quelque armée que ce soit. Voilà, grande admiration et immense respect. C'est très sympa, merci. Et c'est pour ça que j'étais heureuse de vous mettre tous les deux en contact. Denis Brognard, dans les minutes qui ont précédé, là, Louis Saillant a raconté toute son expérience de début d'entraînement des commandos marines. Et vous, dans un soldat exemplaire qui vient de paraître chez Flammarion, vous racontez l'histoire de cet homme. Et je vous avoue que je vous ai lu hier soir et j'ai été absolument bluffée par l'écriture, par la vérité de ce récit que vous racontez.
raconter, qui est absolument passionnant et complètement bouleversant, très très humain. Comment est-ce que vous avez rencontré cet homme ou pas rencontré, parce que c'est marqué un récit. Denis, quelle est la part de véracité, quelle est la part de roman dans cette affaire, dans cette histoire? Alors, si on devait mettre un pourcentage, je dirais 70% de vrai, 30% de roman. Effectivement, Stanislas, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques années, puisque je suis le parrain des blessés de guerre. Oui. Et dans ce cadre-là, eh bien, j'ai rencontré ce blessé psychique, victime d'un syndrome post-traumatique. Et quand on a discuté, pas très longtemps la première fois, je lui ai dit, mes textos, je lui ai dit, mais tu as une histoire que j'ai envie de raconter, que j'ai envie d'écrire. Voilà, écrire un livre, c'était quelque chose qui me tarabustait depuis un petit moment. Mais voilà, j'avais un très bon support parce que la vie de cet homme est exceptionnelle, extraordinaire dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire hors de l'ordinaire, tellement il a vécu de choses incroyables au firmament de ce qu'on peut attendre d'un point de vue militaire et dans les bas-fonds, voire les tréfonds de sa vie personnelle à cause de ce syndrome post-traumatique. Donc, on s'est rencontrés, et puis il s'est passé plusieurs années, et puis est arrivé, au mois de mars de l'année dernière, il y a quasiment un an jour pour jour, ce confinement, et je suis quelqu'un d'hyperactif, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire chez moi? Alors certes avec mes enfants, certes avec un cadre de vie intéressant et sympathique, pendant, je pensais, un mois au départ. Bon, je savais pas que ça allait durer 2 mois et qu'un an après, on y serait encore. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc, j'ai rappelé Stanislas, et je lui ai dit, est-ce que tu es toujours OK pour qu'on puisse converser, s'entretenir tous les deux, pour que je puisse avoir la matière pour écrire ce récit romancé? Il m'a dit banco. J'avais aussi l'accord de Flammarion depuis des années par rapport à tout ça, et je me suis lancé. Mais le premier jour du confinement a été mon premier entretien de 3 heures avec Stanislas, et puis eh bien on s'est parlé des dizaines d'heures. J'ai parlé à son ex-femme qui est aussi héroïne de ce soldat presque exemplaire. J'ai parlé avec les supérieurs hiérarchiques de Stanislas, avec des gens qui ont fait partie de ses compagnies de combat, de ses groupes de combat. J'ai parlé avec des gens qui ont essayé aussi de le sortir de cette blessure psychique. Et puis de tout ça, eh bien de toute cette matière, eh bien j'en ai fait un récit où, en tout cas, tout ce qui est très intense, que ce soit les combats, que ce soit même, j'ai envie même encore de parler de combats, les combats humains dans sa vie personnelle, tout ça c'est vrai. Ensuite, le lien, tout ce qui est autour, eh bien ça a parfois été romancé par moi parce que j'en avais envie et parce que parfois aussi la mémoire de Stanislas, la mémoire de Marie, son ex-épouse, mère de 2 de ses 3 enfants, eh bien faisait défaut. Donc comme j'avais pas d'informations très précises, ben, je me suis inventé certaines parties d'histoire, mais globalement c'est un récit très biographique de la vie de ce sergent-chef Carten, son nom de guerre, voilà, avec ses débuts, sa montée en puissance dans l'armée française, et puis sa descente, sa dégringolade. J'ai envie de dire avec un sens de la formule que le héros de guerre est malheureusement, à cause de cette blessure post-traumatique, devenu à un moment un zéro dans sa vie de tous les jours. Alors avec effectivement, je raconte pour Louis Saillant ce personnage qui va se révéler extrêmement violent envers sa femme, envers plusieurs femmes, envers d'autres hommes aussi qu'il va rencontrer. Il va chercher, on va dire, la bagarre et la violence finalement en permanence dans sa vie personnelle. Il va être hospitalisé dans des cliniques psychiatriques pour gérer un petit peu tout cela, et on se rend compte au fur et à mesure du livre que finalement tout cela a été pris en charge beaucoup trop tard par l'armée. Louis Saillant, vous, est-ce que vous avez connu des hommes, des soldats qui ont vécu ce syndrome post-traumatique, et dans ce cas-là, finalement, que peut-on faire, que fait et que doit faire l'armée? Alors moi j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui avait eu des syndromes post-traumatiques, donc d'ordre psychologique relativement grave, qui avait nuit à sa vie personnelle. C'était un rescapé de l'embuscade d'Ouzbine, que je salue d'ailleurs, et du coup, il a été très bien pris en charge par la CABAT, qui est la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. Et moi, il m'en a dit que du bien, et c'est un peu ce qu'il a sauvé, en fait. Oui. Donc finalement... Alors moi, j'en profite... Oui, mais allez-y, il faut que vous échangiez entre vous. Hein. Non, mais j'en profite pour dire, bien sûr que l'armée est arrivée un peu tard, mais
et je pense que Louis sera d'accord avec moi, c'est-à-dire que c'est pas évident de déceler ces syndromes post-traumatiques. Et puis les militaires eux-mêmes, les cachent. Les militaires eux-mêmes ont parfois du mal à l'avouer, parce que avouer un syndrome post-traumatique, c'est s'affaiblir, c'est risquer de quitter le train en marche, de quitter cette armée qui est une forme de vocation pour la plupart de ces soldats. Mais je vous rejoins sur l'aide précieuse de cette fameuse CABAT, cette cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. Alors, c'est pour l'armée de terre parce que c'est un terrien, mais il y a la même chose pour la marine, il y a la même chose pour l'armée de l'air. Mais ils œuvrent une fois qu'ils sont au courant de cette blessure post-traumatique. Mais c'est vrai que c'est cette CABAT qui a permis à Stanislas de relever la tête, de sortir la tête de l'eau, d'entamer cette reconversion qui est aujourd'hui effective et de retrouver une vie presque normale. Parce que ce syndrome post-traumatique, il est très souvent indélébile. On peut l'atténuer, mais on ne peut pas le faire disparaître. Moi, j'en suis persuadé pour les plus atteints d'entre eux, dont fait partie Stanislas. Mais encore une fois, l'armée aujourd'hui, et c'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans, et c'était encore moins le cas pour la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que les blessés psychiques, eh bien, ils finissaient dans un asile, et c'était des faibles qui avaient quitté l'armée parce qu'ils avaient peur. Aujourd'hui, la blessure post-traumatique, c'est une blessure reconnue au même titre qu'une jambe arrachée par un IED, par une mine antipersonnelle, au même titre qu'une tétraplégie consécutive à une balle reçue dans le dos. Donc la blessure psychique, elle existe aujourd'hui, elle est traitée, et la preuve en est, c'est que Stanislas, aujourd'hui, il n'est plus militaire, mais il va touche bien. une pension d'invalidité et il touche sa retraite de militaire en plus de son salaire aujourd'hui de technicien dans une entreprise privée qui s'occupe de maintenance des véhicules blindés de l'armée. Donc il est resté un peu dans l'atmosphère. Louis Saillant, vous avez fait le Sahel et le Moyen-Orient. Vous racontez dans le livre Chef de guerre aux éditions Mareuil, vous racontez plusieurs opérations et vous parlez notamment, et c'est important parce que souvent on a pu lire ces polémiques, mais on aime bien ce genre de polémiques en France, sur les otages, certains otages, journalistes autres qui ont été dans certains pays, et puis on se dit quoi, on va risquer la vie des soldats pour aller chercher des gens, ils avaient qu'à pas y aller, c'était dangereux, etc. Vous parlez un petit peu différemment et vous dites, nous, on est prêt à mourir pour un otage, quel qu'il soit, même si peut-être qu'il n'aurait pas dû y aller ou pas. Enfin, vous accordez pas finalement le droit de se dire, tiens, on y va pas, quoi, on y va. La définition même de l'otage, c'est que c'est une vie innocente. Donc les gens peuvent faire des erreurs, on peut faire des bêtises, ça peut arriver. Mais à partir du moment où vous êtes un otage, en fait, on a le devoir de secourir les vies innocentes. C'est pour ça qu'on s'engage dans l'armée, ça fait partie de nos idéaux. Donc de commencer à questionner nos idéaux de cette manière-là, c'est questionner le fondement même de notre métier. Donc ça n'aurait pas de sens. Vous dites l'attitude de certains parfois peut rester en travers de la gorge, mais bon, nous risquons nos vies pour eux sans nous demander si leur valeur intrinsèque mérite que l'un de nous y reste. Oui, vous imaginez. Oui, non, j'imagine bien. Vous imaginez si on devait se poser la question, à chaque fois, voir le CV de chaque otage, savoir si ça vaut la peine de... Non, ça marche pas comme ça. Non, c'est hors de question. Et nous, on s'attache justement à avoir ce détachement par rapport à ces situations-là. C'est pour ça que toutes ces polémiques-là ne nous intéressent pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est faire notre métier. Qu'est-ce qui vous... C'est bien dit, Louis. Oui, Denis. Moi, je partage totalement. Et c'est aussi pour ça que les gens qui ont lu Un soldat presque exemplaire, bien sûr qu'ils condamnent la violence de cet homme, mais ils comprennent aussi que c'est un type qui est habité par cette vocation, par ce courage. Et je retrouve dans ce que dit Louis, dans son témoignage aujourd'hui, évidemment plein de choses qui ont été dites par Stanislas, parce que il faut du courage, parce qu'évidemment, on peut se poser la question de savoir ce que font les militaires français au Sahel, ce que font les militaires français au Mali. Mais les militaires français au Mali, ils sont là aussi pour nous permettre, à nous,
en France, dans notre beau pays, de garder cette liberté et de lutter. C'est ce que j'ai dû expliquer à un politique qui était était à votre place, Louis, il y a 3 semaines. Il dit oui, je vais pas donner son nom, mais les militaires au Sahel, etc. Moi, quand il est reparti vers la poste, je lui ai expliqué. Il a fallu réexpliquer qu'effectivement le Sahel et le Mali, ça pouvait sembler un petit peu loin, mais que c'était là où voilà que le combat terroriste se menait là-bas. Dans Un soldat Prex exemplaire, Denis Brognard chez Flammarion, votre personnage Stanislas dit je vis, je mange, je dors armé, et quand j'ai du temps libre, je le passe avec mes soldats. C'est cet engagement complètement extrême, vous croyez aussi, qui a fait de Stanislas à la fois le soldat exemplaire qu'il a été et le presque que finalement il n'a pas réussi à être dans sa vie plus privée. Ouais, je crois, mais je crois que c'est surtout aussi le début de sa vie militaire. Il s'engage, il devance l'appel pour le service militaire à 17 ans et demi. On est encore un adolescent. Et puis ensuite, il est volontaire pour un service militaire long et il part en Somalie. C'est la grande époque, il y a une trentaine d'années, vous savez, de Bernard Kouchner qui met des militaires avec des sacs de riz pour aller donner de la nourriture à ceux qui en ont besoin en Afrique. Et puis finalement, Stanislas, il se retrouve parmi les casques bleus à être un militaire appelé pour prêter main forte à l'armée régulière somalienne contre les rebelles. Et sur cette année-là, entre ses 18 et ses 19 ans, encore une fois, quand on est encore un gamin, pas complètement formé, il va tuer, il le dit lui-même, c'est tatoué sur son bras, il va tuer 10 personnes. Oui. C'est pas avec un canon qu'il va tuer et détruire un bâtiment et ensuite on se doute qu'il y a des gens qui meurent. Non, avec son arme à lui, son FAMAS, il tire sur des gens et il en tue 10. Je crois que la bouteille de sa blessure post-traumatique, elle commence à se remplir à ce moment-là. Et je pense que c'est dès le début de sa vie militaire, alors qu'il n'est même pas encore engagé, qu'il ne fait que son service militaire, qu'il commence à être atteint. Alors je vous parle pas ensuite du Kosovo 1, du Kosovo 2, de l'Afghanistan, du Mali, de la Côte d'Ivoire, etc., etc. Qu'est-ce qui a été, vous, Louis Saillant, finalement, le plus terrible dans toutes ces années, au fur et à mesure de l'évolution du livre? Vous parlez des opérations banales, entre guillemets, même si aucune opération n'est banale, et vous parlez ensuite de l'arrivée, effectivement, du terrorisme et du djihadisme, et vous dites que vous avez essayé d'étudier tout cela, et que c'est quelque chose aujourd'hui, je ne sais pas ce qui peut vous faire peur après votre parcours, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, j'ai pas le bon mot, mais plus que vous perturbe, vous pose énormément de questions. Oui, complètement. Je pense qu'aujourd'hui, on considère le djihadisme comme une forme radicale de l'islam sans trop en connaître les contours. On étudie la question sans l'étudier et on parle des djihadistes sans trop savoir qui ils sont, pourquoi ils sont djihadistes. Typiquement, pourquoi est-ce que les djihadistes sont djihadistes? Ça, c'est une bonne question. Il serait intéressant de pouvoir y répondre pour pouvoir justement contrer la menace, selon moi. C'est ce qui vous manque aussi, Denis Brognard, à un moment donné, effectivement, dans le livre, avec Stanislas. Il dit « Je suis formaté pour faire la guerre, mais là, ce n'est pas la guerre, c'est du terrorisme et je suis désemparé. L'ennemi est invisible. » Ben oui, c'est clair. Et c'est ce qui a aussi accentué le stress. Quand au Mali, ils partent avec son groupe de combat au milieu du désert, avec ces espèces de petites touffes d'arbustes, d'acacia, pour essayer de repérer une cache d'armes, pour essayer de repérer des terroristes. C'est pas une guerre normée avec d'un côté l'ennemi, de l'autre ses partenaires. Il faut se méfier et à tout moment, effectivement, le danger peut faire basculer votre existence. Et c'est ça aussi, c'est ça qui accentue ce mal psychique, ce stress qui devient un stress indélébile. Et il y a beaucoup de militaires, et c'est pas Louis, je pense, qui me dira le contraire, qui, sans être totalement atteints, sans avoir une vie personnelle bouleversée par ce qu'ils ont vécu au sein de leur régiment, eh bien, sont quand même touchés, plus ou moins sérieusement, par ce qu'ils ont vu, par les exactions dont ils ont été témoins, par les combats auxquels ils ont participé, parce qu'on a beau être courageux, on a beau être aguerri, on a beau être formé, on n'est pas prêt à tuer, on n'est pas prêt à voir des gens se faire tuer. Et c'est pour ça que, avant même de vivre un syndrome post-traumatique aussi grave que celui dont est atteint Stanislas, il faut, je crois, que la médecine
s'emparer de la santé mentale des militaires pour les aider au quotidien, notamment en retour de mission. Mais c'est ce qui est de plus en plus fait et c'est ce qui est rassurant. Louis Saillant, sur ce que dit Denis Brognard sur le fait d'être prêt à tuer ou à voir mourir autour de soi. Et il y a ce moment aussi que vous racontez dans le livre où vous arrivez il y a un ennemi à enlever et où vous arrivez, il y a un enfant et enfin c'est au bon moment où vous voyez que c'est des enfants, des femmes et pas des vêtements. Donc cet instinct ou cet œil, finalement cette petite précaution que vous avez prise, mais qui aurait peut-être pu vous coûter cher aussi. Vous parlez du moment où on distingue des tas de vêtements oui. et on réalise que c'est effectivement des gens qui sont endormis dans la maison dans laquelle on vient de rentrer et on cherche un djihadiste, exactement. C'est effectivement, on prend beaucoup de précautions dans tout ce qu'on fait et on part du principe que tout peut être piégé, tout peut être dangereux, donc on fait très attention à tout ça. Et effectivement, on va toujours se prémunir un maximum de tous les dangers que peuvent représenter notre environnement pour éviter, bien sûr, un blessé ou un mort chez nous et éventuellement anticiper une menace qui pourrait arriver chez eux. C'est ce que vous dites aussi. Vous dites, vous croisez souvent des Américains dans le livre, et vous dites, je ne sais plus c'est dans lequel des deux livres. D'ailleurs, je ne veux pas faire de bêtises. C'est chez vous aussi, Louis. C'est bon, c'est bien dans le vôtre. Vous dites que c'est pas la même mentalité. Non, c'est pas la même mentalité. On a des visions du monde qui sont un peu différentes, je pense. On a une façon d'aborder les populations locales qui sont très différentes. Rappelez-vous l'Afghanistan. Oui. Quand nous sommes arrivés en Afghanistan, les Britanniques et les Français se baladaient en musette bérée pour parler aux populations, tandis que les Américains étaient en casque lourd, lunettes noires, gilet pare-balles et véhicules blindés climatisés. Donc c'était deux mondes qui étaient très différents. Or, nous, les expériences de guérilla qu'on avait les plus proches étaient l'Indochine et l'Algérie, et les Anglais avaient l'Irlande du Nord. Donc, c'était vraiment des deux mondes qui se sont un peu opposés au début. Finalement, tout le monde a fini par adopter à peu près les mêmes façons tout du moins de s'équiper, mais pas forcément de se comporter. Donc, les comportements restent quand même un peu différents. Denis Brognard, dans ce récit, un soldat presque exemplaire chez Flammarion, les paragraphes en fait s'alternent. Il y a des fois où c'est écrit je et des fois où c'est écrit il. Pourquoi ? C'est un style d'écriture. Quand j'ai réfléchi à la façon d'organiser ce livre, quand j'ai mis en place le plan, je me suis dit tiens, je vais me mettre à sa place dans tout ce qui concerne sa vie militaire. Mais oui, c'est pour ça que je vous posais la question. Et puis, je vais prendre un peu plus de hauteur et parler à la troisième personne du singulier et dire donc il ou elle, en l'occurrence aussi quand je parle de Marie, son épouse, quand il s'agit de leur vie personnelle, pour prendre un peu plus de hauteur sur les violences conjugales, sur les moments aussi d'amour, parce que c'est très compliqué dans cette histoire. C'est que, bien sûr que à un moment c'est devenu une bête de guerre, à un moment c'est devenu un personnage mais épouvantable et il en a conscience lui. Mais il y a aussi, et elle existe encore, même s'ils sont séparés, même s'ils vivent à 500 mètres l'un de l'autre, une histoire d'amour absolument extraordinaire entre cet homme et cette femme. Ils ont un espèce de lien indéfectible qui les empêche aujourd'hui, c'est d'ailleurs dommage, je leur dis à tous les deux, de refaire leur vie, de retomber amoureux pour Stanislas, pour Marie, parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils s'admirent mutuellement. Et il faut voir Stanislas, quand il a lu le livre, me dire « J'ai bien compris, à travers ce livre aussi, ce que je pense depuis des années, c'est que l'héroïne dans notre vie, ou le héros, c'est pas moi, c'est elle. C'est une preuve d'amour aussi. Et je crois que c'est bien aussi sûr. Pour ça que les femmes, notamment, qui ont lu ce livre pour l'instant, ne le condamnent pas à 100%, mais lui trouvent des circonstances atténuantes et le trouvent même parfois dans sa démarche touchant. C'est très compliqué, c'est très ambivalent. Louis Saillant, dans le livre, il y a tout un chapitre sur la peur et vous dites pour les commandos, la naissance des enfants marque souvent un avant et un après. Cela a été mon cas. Et vous dites qu'il y a des moments donnés, vous avez échappé deux fois à la mort et vous dites qu'inconsciemment vous aviez développé un sentiment d'invulnérabilité en mode de toute façon je meurs pas, je peux pas mourir. Et puis quand on devient papa, c'est autre chose. Je pense que le sentiment demeure.
mais quand on a chaud, quand voilà, on frôle la mort, on se dit quand même, ce coup-ci, si j'y passe, je risque de manquer à quelqu'un de plus. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on peut garder à l'esprit et qui va peut-être nous amener à prendre plus de précautions, à faire un petit peu plus attention. Vous avez des petits garçons, des petites filles? J'ai un petit garçon et une petite fille. Vous leur dites que c'est chouette le métier que fait papa, ils auraient envie de le faire, ou au contraire vous allez leur dire non, on va faire autre chose? Ah bah non, moi j'adore mon métier. Moi j'adore mon métier. Vous me verrez jamais dire va faire autre chose à un gamin. Moi j'adore ce que j'ai fait, je leur ferai 10 fois si je pouvais. Moi je suis extrêmement épanoui dans mon métier. Denis Brognard, vous auriez aimé être soldat, être militaire? Ah bah c'est clair, c'est un métier pour lequel j'ai beaucoup d'appétence et aujourd'hui je suis convaincu que si je n'étais pas devenu journaliste, j'aurais pu embrasser une carrière militaire et je trouve qu'il y a des points communs entre nos métiers. Je suis d'accord, moi aussi. Vous savez, Denis, nous on vit un espèce de Koh-Lanta permanent. Mais oui, non. Toute proportion gardée, c'est pour ça que je dis aussi aux aventuriers de Koh-Lanta que ce sont des aventuriers de la télé par rapport aux aventuriers avec un A majuscule qui sont capables de traverser des continents, qui sont capables de risquer leur vie au sens propre. Et c'est la même chose pour les militaires. Donc vous vivez un Koh-Lanta qui n'a rien à voir avec le Koh-Lanta télévisuel. Néanmoins, vous voyez, sans faire une comparaison entre un militaire et un reporter de guerre, je trouve que dans nos rythmes de travail, dans notre passion, c'est-à-dire que journaliste, c'est une vocation. Militaire, soldat, je crois que c'est une vocation aussi. Rien que ça nous rapproche. Et puis, on peut avoir des moments où on travaille comme des acharnés, parfois 15, 16, 20 heures par jour, et puis avoir des périodes beaucoup plus calmes. Eh bien, c'est la même chose pour les militaires et pour les journalistes. Et c'est vrai que je dis toujours que j'aurais aimé être soldat, mais loin de moi l'idée aujourd'hui de dire que je suis certain d'avoir suffisamment de courage pour embrasser une carrière comme celle-ci. Parce que c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup d'admiration pour les militaires, et notamment pour vous, Louis, par rapport à tout ce que vous avez fait. C'est qu'il faut, pardonnez-moi l'expression, mais j'ai envie de le dire quand même, un putain de courage pour partir dans ces conditions-là, pour être face à l'ennemi, pour accepter, comme vous le disiez, Louis, tout à l'heure, que vous étiez prêt à mourir dans la perspective de sauver des otages. Mais qui aujourd'hui, dans notre monde normé, est prêt à mourir? Regardez avec le coronavirus. Aujourd'hui, personne, on est dans un monde tellement aseptisé que la mort n'existe plus, sauf avec le cancer, sauf avec un accident de voiture, et puis la vieillesse. Mais il y a plus autrement de risque dans la vie. Et d'un seul coup, cette pandémie nous a fait prendre conscience que, ben oui, il y avait des éléments extérieurs qui pouvaient aller jusqu'à entraîner la mort de gens. Pas forcément des vieux grabataires dans un EHPAD, mais aussi des jeunes, mais aussi des gens en bonne santé. Et c'est ça, moi, qui m'impressionne chez les militaires. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché chez Stanislas. Bien sûr qu'il y a la partie sombre de l'homme, mais il y a aussi ce courage, cette capacité à y aller. Il faut monter dans son véhicule blindé pour aller en plein désert, aller traquer des terroristes. Il faut avoir les compétences et surtout le mental pour faire ça. Et la partie de la population qui est capable de faire ça, elle est infime. C'est pour ça que ces gens-là ont le droit au respect, et ces gens-là ont encore plus le droit au respect et à un accompagnement lorsqu'ils sont touchés, que ce soit physiquement ou psychiquement. Et il faut que nos compatriotes comprennent que ceux qui meurent là-bas ou se battent là-bas, c'est pour nous ici. Denis Brognard, merci beaucoup. Il faut que je vous pose une dernière question. Ma fille m'a dit, t'es pas cap de lui demander, elle s'appelle Anna, t'es pas cap de lui dire la sentence est irrévocable. Vous pouvez me faire la phrase, comme ça je vais vous expliquer, je vais l'enregistrer, et à chaque fois que je vais lui dire d'aller ranger sa chambre, je passerai votre phrase, Denis. Eh bien écoutez, il n'y a aucun problème. Donc je vais lui dire, Anna, à la fin, il n'en restera qu'une. C'est toi, mais à la seule condition que tu puisses au quotidien ranger ta chambre. Et ma sentence est irrévocable. Et si tu y arrives, et si Anna tu y arrives, alors je te ferai un mot virtuel qui te permettra de regarder Koh-Lanta tous les vendredis soirs jusqu'à la fin, même si maman te demande d'aller te coucher parce que c'est déjà trop tard. Et que c'est Shabbat en plus chez nous le vendredi. Ah bah oui. Mais comment on va faire? Eh ben on fait les replays parfois, ou alors les Shabbats Koh-Lanta. Rassurez-vous, on est nombreux à faire et Shabbat et à vous regarder, Denis.
Ah bah c'est génial. Alors ça je savais pas que ça existe. Ah bah si. Mais franchement, un Shabbat Koh-Lanta, c'est top. Eh ben écoutez, vous savez quoi? Dès qu'on a fini ces histoires de maf, de machin, etc., vous venez à la maison, on vous fait Shabbat et Louis aussi. Ça vous va? Excellent. Vendu. Voilà, Louis veut faire un Shabbat aussi Koh-Lanta. Merci de ce partage avec Louis lors de votre émission. C'était passionnant et Louis, même si évidemment n'a pas connu les problèmes psychologiques d'un Stanislas, a plein de points communs avec Stanislas, et c'est aussi la partie tellement noble de l'armée, des militaires et plus particulièrement des soldats, parce que Stanislas, il fait vraiment la différence entre les soldats et les militaires. Les soldats, ce sont ceux qui vont au combat, quelle que soit leur unité, quel que soit leur mode d'action. Et je pense que Louis sera d'accord avec moi. Bah, c'est très sympa. Merci Denis. Merci beaucoup Denis Brognard d'avoir été avec nous. Vous revenez quand vous voulez dans les studios, comme ça on aura plus de temps encore pour papoter de toute votre autre actualité. Merci beaucoup Denis Brognard. Un soldat presque avec plaisir. Un soldat presque exemplaire, c'est aux éditions Flammarion. Louis Saillant, merci beaucoup. Chef de guerre au cœur des opérations spéciales avec un commando marine, c'est aux éditions Mareuil. Vous restez encore quelques temps dans l'armée, mais votre dernière phrase, elle passe pas inaperçue dans le livre, Louis Saillant. J'ai été un chef de guerre sur le champ de bataille. Je serai désormais un combattant au sein de la société civile. Il y a de quoi combattre aussi dans la société civile. Oh, c'est pas ce qui manque. Oh, c'est parce que, très bien. Écoutez, vous savez quoi, vous reviendrez nous en parler à ce moment-là. Merci beaucoup. L'heure, c'est l'heure. Je sais que vous avez un autre rendez-vous après, donc voilà. C'est à la seconde près, hein, l'armée, l'heure. Hein. Toujours. Alors toujours. Regardez, je suis à la seconde près là ce matin. Dans quelques instants, on va se retrouver pour les suites de nos programmes. Bonne journée à tous.